OK, alors il est 13h30, j'entends les cloches. Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être là encore une fois cet après-midi. Alors, comme proposé ce matin, on va commencer la rencontre avec un retour sur la formation de ce matin, en particulier la partie sur les outils de correction qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Et ensuite, partage de pratique. Et j'ai remis dans le chat le lien vers le tableau où vous pouvez aller inscrire vos questions. La façon de procéder, c'est qu'on va demander aux personnes présentes dans la salle de partager les possibles réponses qu'elles ont trouvées à ces questions-là. Et au besoin, nous, on va compléter. Puis si c'est une question plus technique, Marcel, je pense aussi que tu pourrais te permettre de répondre d'emblée sans qu'on attende que quelqu'un amène une piste, là. Alors, ce serait la façon de procéder pour la rencontre qui va durer jusqu'à 15 heures ou qui se terminera avant selon les questions qu'on aura. Voilà, alors je te passe le micro, Marcel. Oui, ce ne sera pas bien long. J'ai un petit problème d'écran. J'ai un écran qui éteint et rallume selon son bonne envie. Je devrais être correct comme ça, mais ce qui est le plus dur, c'est quand mes écrans se promènent. Quand ça rallume, tout se tasse sur l'autre écran. Quand l'éteint, tout revient devant moi. Donc, si vous voyez que j'ai l'air perdu par bout, là, dites-vous que c'est probablement mon écran qui fait des siennes. Donc, on était rendu aux outils de correction. Oui, avant de l'oublier, certains d'entre vous m'avaient envoyé des messages privés ce matin. J'avais dit que je répondrais à vos messages, mais malheureusement, en fermant la fenêtre, j'ai tout perdu. Il n'y a pas d'historique de conserver. Sachez-le pour vous. Le chat de Zoom n'est pas conservé nulle part. Donc, dès qu'on quitte la fenêtre de Zoom, on perd l'historique au complet. Si vos élèves vous discutent avec vous, si vous posez des questions, qu'il y a des réponses écrites, vous allez tout perdre dès que vous fermez la fenêtre. Il n'y a pas d'enregistrement automatique. Donc, de mon côté, j'ai perdu les questions qu'on m'avait envoyées en privé. J'espère que les personnes vont pouvoir me les renvoyer ailleurs parce que je ne peux pas répondre à ce que je n'ai pas lu, malheureusement. Donc, grille à échelle descriptive. Annie-Claude, est-ce que tu t'occupes de celle-ci? Oui, en fait, en deux mots, la grille à échelle descriptive, c'est un outil de correction, c'est certain, qui peut nous permettre d'aller évaluer le niveau d'atteinte d'une compétence ou, comme dans celle qu'on a à l'écran, le niveau de maîtrise là, concernant un critère d'évaluation. Par exemple, si on est dans la rédaction d'une dissertation, ça pourrait être la structure, le contenu, etc. Donc, un outil de correction, mais en même temps, un outil de communication avec l'étudiant pour qu'on puisse lui communiquer avant l'évaluation ce sur quoi il va être évalué. Donc, bien sûr, ce que je vous dis là, c'est du connu. Tout le monde n'utilise pas la grille descriptive. Ça prend un certain temps à élaborer aussi. Ça demande d'avoir idéalement donné le cours déjà plus d'une fois pour arriver à faire les différents libellés correspondant aux différents échelons que vous voyez à l'écran. Mais on voulait quand même vous encourager, si vous n'en avez pas déjà une, à considérer la possibilité d'en amorcer une pour ce qui est de l'évaluation à distance. Si vous regardez la première colonne de la grille, en exemple à l'écran, vous avez les critères raisonnement approprié, information juste, jugement critique. Donc, ça se peut que pour vos évaluations, en réalité, ce que vous communiquez, ce soit seulement ces critères-là. Mais l'avantage pour l'élève d'avoir aussi des informations sur, par exemple, quel est le niveau correspondant à la note de passage, c'est quoi le minimum requis pour qu'il y ait le 60 %, bien, c'est certain que ça peut l'aider à comprendre plus clairement ce qui est attendu dans l'évaluation qu'il va avoir à faire. Donc, ce qu'on voulait vous proposer, c'est tout simplement les étapes pour en rédiger une, en se disant qu'avec la quantité aussi d'adaptation à laquelle vous avez à faire face cet automne, vous n'aurez peut-être pas le temps d'en faire une, mais vous pourriez en amorcer une. Ça pourrait se faire que de transmettre à l'élève un début de grille, vous auriez quelques notes dans chacun des échelons plutôt qu'un texte continu pour donner au moins quelques balises à l'élève. À gauche, vous avez à la gauche de la diapositive des hyperliens vers ces étapes-là pour concevoir une grille descriptive, puis des gabarits qui peuvent être utilisés. Marcel, de ton côté, je crois que tu nous as déjà mentionné que c'est possible d'en intégrer dans certaines des plateformes utilisées au collège. Alors, c'est écrit qu'on peut avoir la version papier, mais aussi la version numérique ou intégrée à un environnement numérique d'apprentissage, tout simplement.
Effectivement, dans Moodle, quand on fait un devoir Moodle, on peut créer une grille de correction qu'on utilise par la suite pour corriger nos élèves. Je peux vous montrer rapidement de quoi ça a l'air. Ça fonctionne. Donc, si je me reconnecte, oh, super, il a gardé ma session, ça va aller plus vite. Je vais me rendre dans mon bac à sable et, par exemple, ici, un jeu de combat. C'est un travail, un devoir qui a été fait pour mes élèves. Et lorsqu'on va dans définir la grille d'évaluation, on peut définir une grille où on va mettre pour un critère en particulier la note qu'on veut donner, 0, 0.5, 1, 1.5, jusqu'à 2 dans ce cas-ci, et on écrit le commentaire qui est lié à cette note-là. Donc, on peut avoir plusieurs fois la même note si on a des commentaires différents. Dans ce cas-ci, j'ai 2 fois 1.5 parce que dans le premier cas, les tests fonctionnent, le log était complet. Dans le deuxième, les tests fonctionnent partiellement, mais le log, lui, il était correct. Donc, si on veut donner des commentaires différents pour la même note, on peut les définir de cette façon-là séparément. On va mettre chacun de nos points avec les pondérations de chaque commentaire. Et quand on va arriver à corriger les élèves, c'est là que ça devient intéressant. Si on va voir un instant, je vous disais tantôt que ce n'est pas toujours instinctif. Je cherche toujours un peu l'endroit pour l'évaluation. Si j'essaie note, est-ce que ça m'amène direct? Oui, en cliquant sur note. Donc, vous voyez, là, j'ai l'étudiant bidon. Ce n'est pas, c'est mon étudiant de test, mais vous voyez, j'ai la grille qui apparaît. Et pour cet élève-là, je peux sélectionner combien je lui donne de points. Là, je l'ai déjà corrigé une fois. Vous allez remarquer que ma grille est plus large que l'espace qui est permise. C'est pour ça que Moodle a ajouté un petit bouton ici pour élargir les champs. Donc là, je vois la totalité. Et pour chaque élève, ben, je clique sur le commentaire qui représente le résultat de l'élève. Et quand je clique sur enregistrer, ben, la note est comptabilisée avec les commentaires demandés pour cet élève-là en particulier. Donc, l'élève, lui, va recevoir la grille et pour fonctionnement de test, il va avoir ce commentaire-là avec cette note-là d'assigner pour chacun de ses points. Donc, quand on a une vingtaine d'étudiants avec une grille comme ça numérique, on prend la copie d'un élève, on coche, afficher la suite, ça nous fait passer à l'étudiant suivant, on prend la copie suivante, on corrige. Ça devient vraiment, vraiment rapide pour passer au travers de nos grilles de correction. Et puis, l'outil Moodle s'occupe de retourner le corrigé à l'élève de son côté. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ce point-là spécifique? Oui, peut-être la grille qu'on voit actuellement à l'écran, là, oui. Elle est complètement floue. Je ne vois pas grand-chose dans l'exemple. Est-ce qu'on peut avoir un lien pour télécharger un exemple ou quelque chose comme ça? Oui, François, dans l'hyperlien en bas de la diapositive à gauche, il y a un diaporama où se trouvent plusieurs exemples de grilles à échelle descriptive, analytique, comme celle-là, pour dire son type complet. Okay, excuse-moi, c'est juste parce que ça, c'est une image. Donc, les liens ne sont pas accessibles à l'écran. Oui, effectivement. Quand on va partager le diaporama tout de suite après la présentation, les liens vont être là, mais je pourrais déjà, si tu veux, en mettre un dans le chat pour que tu puisses y aller tout de suite. En passant, Marcel, j'ai regardé rapidement les commentaires qu'on a reçus sur la formation de ce matin dans le formulaire d'évaluation. Il y en avait une dizaine de rentrées. Plusieurs ont commenté le fait que une personne, pardon, a commenté au moins le fait que les infos étaient floues par moment. Est-ce que c'est quelque chose, tu penses, qu'on peut améliorer dans la présentation Zoom d'un PowerPoint? Malheureusement, on est limité par la bande passante. Je sais que dans les options, on peut chacun définir qu'on accepte le HD. Je vais vérifier rapidement c'est où pour vous l'indiquer. OK. Je vais essayer de partager ce coin-là d'écran, voir si je peux vous le montrer. Je n'ai pas pensé à partager tout mon écran. Je vais le faire pour vous le montrer. Vous allez voir un peu comment je suis installé présentement. Ce ne sera pas bien long.
faut juste que je le configure, mais vous allez voir que dans mon écran, là, c'est tout noir, c'est parfait. C'est ça que je veux. Je vais ajouter une capture d'écran, la totalité de mon écran. Donc, ce que j'ai présentement, moi, à l'écran, c'est ce que vous voyez là. Est-ce que vous le voyez au complet? Moi, sur un de mes écrans, je le vois complet, pas sur l'autre. Petit instant. Ça va peut-être... je vais faire quelque chose, OK? Je vais cacher ma caméra pour ne pas vous faire mal au cœur parce que je vais déplacer des items et ça pourrait être assez désagréable. Voilà. OK. Bon, là, vous voyez mon écran complet. Présentement, mon écran devant moi, je l'ai séparé en 4 morceaux. J'ai en haut à gauche mon PowerPoint avec les notes que je vous donne présentement quand je vous parle. En haut à droite, c'est mon écran Chrome avec les interactions. En bas à gauche, c'est mon outil OBS qui sert pour naviguer d'une scène à l'autre. Donc, vous faire voir une partie de mon écran, une autre, et ainsi de suite. Puis en bas à droite, c'est le zoom pour vous voir. Donc, c'est comme ça que je suis installé présentement. Maintenant, ce que je veux vous montrer pour la vidéo HD, vous avez sur la barre floue en bas une icône bleue qui est l'icône de zoom. Si vous cliquez dessus, vous pouvez aller dans les configurations ou settings selon la langue que vous avez. Et dans cette fenêtre-là, vous allez pouvoir aller dans vidéo et il y a une case à cocher My Video Enable HD. C'est pour activer l'envoi de votre vidéo personnelle en HD. Normalement, ça permet d'avoir une meilleure qualité visuelle pour les participants, sauf que moi, je suis déjà en HD et vous dites que c'est flou, ce qui veut dire qu'il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser malheureusement de ce côté-là. Maintenant, solution, qu'est-ce qu'on peut faire? Court terme, je vous dirais que je vais faire des tests. Je vais essayer de trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire pour solutionner ce point-là en particulier. Mais une des choses, c'est que si on fait des capsules vidéo qu'on préenregistre, là, on a le contrôle de la qualité. Donc, dans mon cas, pour vous envoyer des explications de certaines parties, je vais l'enregistrer en capsule et je vais vous fournir la capsule. Là, vous allez avoir accès à la haute définition avec vraiment une qualité qui n'est pas compressée comme ce qu'on voit présentement. Merci. Est-ce que je pourrais poser une question sur Moodle et la grille à échelle descriptive? Oui. Oui. Donc, essentiellement, ce que j'aimerais savoir, moi, je me sers souvent d'une grille comme ça, puis là, je le faisais à la main, puis je la scannais, puis ensuite, je l'envoyais à tous les étudiants, parce que c'était compliqué sur ordinateur. Si je fais une grille comme ça, ça implique quand même donc que les étudiants que chacun se soit inscrit à Moodle dans le cours, j'imagine, pour que je puisse ensuite le retourner? Les étudiants sont inscrits automatiquement à tous les cours sur Moodle. OK. Mais le cours n'est pas activé automatiquement. Donc, l'enseignante ou l'enseignant d'un cours doit aller dans les paramètres de Moodle, dire que son cours est visible, est actif. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Si je vous montre pour mon cours actuel, qui est mon bac à sable, je vais sur les options. Je peux aller sur les paramètres de mon cours actuel. Et là, on a visibilité du cours affiché ou caché. Par défaut, les cours sont cachés. Donc, vous n'avez qu'à l'afficher. La liste de vos étudiants est intégrée automatiquement. C'est je ne suis pas certain si c'est vraiment le registrariat qui l'ajoute, mais ça part du registrariat, ça passe dans le système de Moodle et c'est envoyé dans les cours directement. Ça arrive à quelques reprises qu'il va manquer un élève, particulièrement si un élève a changé de groupe après la date de début. En fait, il faut que l'élève ait changé de groupe avant que la mise à jour des étudiants soit faite dans Moodle. Donc, sinon, il faut l'ajouter manuellement. Ça se fait quand même très bien. Et puis, on peut toujours demander d'ajouter ou enlever des élèves. À Nelson, à moi, à Étienne, on a accès, on peut faire les modifications. Merci. Maintenant, un coup que c'est affiché, ça va être de modifier la page présentation, votre page ici, pour ajouter ce que vous désirez dans la page. Par exemple, dans ce cas-ci, les grilles, ce sont des devoirs. Donc, ça va être, quand vous êtes sur une page, vous allez en bas, vous pouvez faire ajouter une activité ou une ressource, et vous allez dans la très longue liste qui est là, vous allez sélectionner un devoir. Est-ce que vous l'avez vu passer? Non, il est ici. J'espère que ce n'est pas trop flou, mais c'est le même icône, le petit icône bleu.
Donc, à partir de ce moment-là, ça va ajouter un lien. Vous définissez le nom, la description, puis on peut créer une grille de correction à l'arrière de ça. J'ai l'intention de créer une capsule web pour montrer le détail un peu plus de la création d'une grille parce que c'est quelque chose qui demande un peu d'explication. Puis je crois qu'avec une image un peu plus floue comme on a présentement, vous allez quand même me poser les questions après. Donc, je suis aussi bien de faire une capsule à la base puis vous la fournir dans les prochains jours. D'autres questions avant qu'on passe aux autres outils? Je n'en vois pas dans le chat, Marcel, ni dans les mains levées. Parfait. Donc, je vais poursuivre maintenant quelques outils qui peuvent être utilisés pour corriger, mais aussi pour beaucoup d'autres choses en cours de session pour vous, pour utiliser avec vos cours et autres. Je l'ai dit rapidement tantôt, VideoAnt, qui va nous permettre d'annoter une vidéo en ligne. Je vous montre une petite démonstration après. Office Lens, qui est un outil ou, comme j'ai indiqué un peu plus bas sur la même ligne, Photoscan de Google. C'est un outil sur un cellulaire, une tablette, qui va nous permettre de prendre des photos de documents et de générer des images ou des PDF selon ce qu'on désire. Au Cégep, on priorise habituellement Google à Microsoft pour les outils par défaut. Mais dans ce cas précis, là, je préfère de loin Office Lens à Photoscan parce que Photoscan est vraiment optimisé pour les photos, pour prendre des anciennes photos, des vieilles photos, puis les numériser. Tandis que Office Lens nous permet d'aller prendre une photo de tableau blanc où on va ajuster la couleur automatiquement pour réussir à avoir une image du tableau ou avec des dessins, des documents. Il y a beaucoup plus d'options pour s'adapter. L'intelligence artificielle de l'application fait un bien meilleur travail pour avoir un rendu final intéressant. Puis, la troisième colonne, l'annotation de documents en ligne. Je vous propose Camille, qui est déjà utilisé par beaucoup de personnes au Cégep, qui est recommandé depuis quelques temps. Et puis, j'ai ajouté en bas les outils de Foxit, qui est très intéressant, et PDF Exchange, que j'utilise dans un cas particulier que je vais vous parler par la suite. Donc, on démarre ça avec VideoAnt pour commencer. VideoAnt, c'est un site web. Je vous ai donné les deux liens. Vous pourrez les visualiser dans le PowerPoint qu'on va vous remettre après. Et si on ouvre le document, je viens de l'ouvrir ici. Donc, vous voyez un exemple ici d'une vidéo. On récupère la vidéo qui doit être déjà disponible sur Internet, YouTube, Vimeo. Il y a plusieurs possibilités, mais la vidéo doit quand même déjà être accessible en quelque part. Et ensuite, en regardant, en écoutant la vidéo, lorsqu'on est dans l'édition, là je suis dans la visualisation, on a un outil, on appuie sur pause et on peut ajouter des commentaires à différents endroits pendant la visualisation. Les commentaires apparaissent ici, sur la droite, et on voit le moment, l'heure pour chaque commentaire. Et ensuite, lorsqu'on va visualiser la capsule en tant que telle, lorsqu'on va atteindre un des commentaires, le commentaire va se mettre en surexposition. On va le voir en gros pour nous indiquer finalement que c'est celui-là qui vient d'être fait. Regardez, je reviens un peu. Là. Vous allez voir le jaune, il va grossir un peu pour nous indiquer qu'on est rendu là. Et on peut aussi cliquer sur un commentaire pour démarrer directement à cet endroit-là. Donc, on peut aller voir direct, amener l'élève à aller voir des extraits, puis avoir nos commentaires sur cette vidéo-là. Une autre chose qui est intéressante, c'est que oui, on peut l'utiliser pour corriger, mais on peut l'utiliser pour l'élève pour faire une propre rétroaction de sa vidéo ou faire une analyse d'une autre vidéo, d'un autre, que ce soit un extrait de film, un extrait de documentaire qu'on veut que l'élève analyse. On peut lui fournir cet outil-là pour aller mettre ses commentaires au fur et à mesure. Si le besoin est, je vais vous faire une démonstration complète de l'outil, mais ce n'était pas mon intention pour le moment. Sachez que c'est super simple. Le même interface est là pour l'éditeur. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne un endroit, on clique pour indiquer qu'on veut ajouter un commentaire. On a un champ en dessous pour l'écrire, on appuie sur Enter et le commentaire s'ajoute à l'endroit où on l'a défini.
Donc, je vous fournis aussi, juste en dessous de ma chaise, aussi un lien vers un prof web qui propose certains outils dans VideoHunt pour faire de l'analyse de texte, audio et vidéo. Donc, vous pourrez aller voir si c'est quelque chose qui doit être utilisé ou pourrait être utilisé dans vos cours. Maintenant, numérisation d'un document. Avec Office Lens, je vais tenter l'expérience. Vous voyez, j'ai demandé à mes artistes à la maison de participer pour les démonstrations. Je suis allé, les 4 écrans que vous voyez là, ce sont 4 photos, 4 imprimes écrans de mon téléphone. Donc, le premier à gauche, c'est lorsqu'on sélectionne, donc on veut détecter une image. La deuxième, c'est un coup qu'on l'a détectée, il nous propose de faire le tour, de délimiter l'espace de notre document, de notre photo. Par défaut, il est à peu près toujours au bon endroit, mais on peut avoir besoin de l'ajuster de temps en temps. Ensuite, on voit l'image résultante et on peut le sauvegarder en photo, PDF, en document OneNote, sur OneDrive, Word, PowerPoint. Donc, on a beaucoup d'options, mais étant donné que c'est un outil de Office, les options viennent de Office. Je tente de vous partager mon téléphone. Je le mets debout. Ouh, c'est dur des fois pour l'œil de bouger comme ça. Donc là, vous voyez mon téléphone. Je vais aller chercher l'application Office. Je lui permets de voir mes photos. Je permets de prendre des photos aussi. Je n'envoie pas de données à Microsoft. Et maintenant, vous voyez mon bureau et vous voyez l'effet, la détection de contours qui se produit lorsqu'on bouge. Et là, j'ai demandé à mon artiste de m'envoyer une photo avec des petits dessins, des petits collants dans le coin volontairement pour déformer un peu l'image. Donc, je m'approche. Vous voyez qu'avec le petit pli, Microsoft a un peu de la misère à détecter l'image complète, mais je vais quand même la prendre en photo. Là, il va me montrer l'image et il me propose de déplacer les coins. Donc, je peux aller avec l'outil, m'ajuster exactement à l'endroit que je veux pour aller chercher ma forme. Et vous remarquerez que ce n'est pas un rectangle parfait. Il est assez intelligent pour l'adapter et extraire vraiment la photo. Puis ensuite, on a des options de filtre si on veut aller le chercher en noir et blanc, si on veut s'adapter pour aller chercher des images comme on le désire. Puis, j'appuie sur OK. Je choisis le format que je veux l'exporter, puis j'enregistre par la suite. Maintenant, si on a beaucoup de photos et qu'on veut générer un PDF, tiens, je vais aller chercher mon autre dessin d'artiste ici. Et, tiens, je vais faire, juste pour vous montrer, je vais faire exprès pour le prendre dans un angle qui n'a pas de bon sens. Vous voyez, les points ont été positionnés correctement. J'appuie sur confirmer et regardez le résultat. Donc, l'image a été adaptée et a été positionnée correctement. Donc, on peut aller chercher beaucoup de choses comme ça, beaucoup de photos ou de documents. On n'est pas obligé d'être parfaitement au-dessus pour le récupérer de la bonne façon. Marcel, pour les personnes qui seraient arrivées un petit peu plus tard, parce qu'il y a eu quand même un mouvement là, dans les entrées dans la rencontre Zoom, pourrais-tu nous rappeler les utilisations que tu vois pour l'évaluation? Oui. En fait, si on a des documents qui nous appartiennent, qu'on veut fournir aux élèves, que ce soit des grilles de correction ou autres, on peut les récupérer de cette façon-là pour ensuite les envoyer aux élèves. Et sinon, si on a des documents, des corrections qui proviennent de nos élèves en papier, des formulaires, des rapports, des choses comme ça, on peut facilement aller les chercher, les numériser pour ensuite les corriger numériques et retourner le résultat à l'élève. Donc, vous voyez, j'en avais pris 2. Je sélectionne les 2, je fais suivant. Oui, tout est correct. Et là, je peux générer un PDF. Et ça va générer un PDF qui contient mes 2 pages. Donc, vous voyez, les 2 documents sont à l'intérieur d'un PDF que je peux ensuite corriger, annoter et envoyer ou rendre disponible pour mes élèves. José Ruet se demande comment synchroniser le cellulaire à l'ordinateur. Ah, c'est un autre tour de magie. Non, sincèrement, c'est très simple. Je vais changer d'écran pour vous montrer.
En fait, vous voyez ma face présentement? Vous voyez mon téléphone? Oui. Si vous regardez la liste des participants, vous allez me voir 3 fois présentement. Vous voyez, je me suis connecté avec l'ordinateur, je me suis connecté avec mon cellulaire, je me suis connecté avec ma tablette. Ensuite, Annie-Claude m'a défini comme co-host, c'est-à-dire que mes 3 écrans sont des présentateurs présentement. Et quand j'arrive ensuite sur mon cellulaire, lorsqu'on veut partager un écran, dans les options, on peut partager des photos, des documents, mais on peut partager l'écran du cellulaire. Et en mettant l'écran, on voit réellement la totalité de mon écran. C'est exactement la même chose avec un iPad. Là, vous ne voyez plus. Je peux arrêter de me tenir le téléphone tout croche devant vous autres. Vous voyez seulement le téléphone. Mais bref, c'est vraiment très simple à faire. Puis ça fonctionne de la même façon sur une tablette. Là, vous voyez le bouton « Arrêter de partager ». Dès que je vais cliquer dessus, on revient à l'image. Donc, mon téléphone est de retour sur la conférence comme d'habitude. Petite remarque pour vous. Si vous désirez attacher comme ça une tablette, un cellulaire, assurez-vous de ne pas rejoindre l'audio. Vous voyez en bas, et c'est vraiment flou, le petit icône là, qui est un casque d'écoute. C'est là qu'on habituellement on a le microphone. Si vous l'activez, même si vous le mettez ensuite sur mute sur votre téléphone, c'est là que vous allez avoir la fameuse écho que j'avais tantôt. Je vais l'ouvrir juste pour vous rendre ça désagréable un peu. Vous voyez là, ça fait une boucle parce que l'enregistrement se fait à la fois sur l'ordi et sur le téléphone. Donc, je l'allume, je l'éteins, vous allez le vivre de façon affreuse jusqu'à ce que je déconnecte le son de mon téléphone. Donc, si ça vous arrive un jour, sachez que c'est ça le problème. Avez-vous d'autres questions à propos ou commentaires à propos de l'outil de numérisation? Rien dans le chat ni dans les mails, Okay. lui, Marcel. Sachez que c'est le même interface exactement aussi sur une tablette. Maintenant, correction d'un PDF. Ça vous est sûrement déjà arrivé, ça va vous arriver encore souvent d'avoir à recevoir des documents des élèves en format PDF. C'est possible de les annoter, de commenter, de retourner le résultat à nos étudiants. On a beaucoup d'outils qui existent pour le faire et on ne peut pas vous proposer un seul outil parce que ça dépend de l'interface, ça dépend de votre matériel que vous utilisez. Si vous le faites dans un navigateur web, sur Chrome OS, Windows, Mac, vous pouvez utiliser Kami. Kami est un outil qui est intégré directement dans le navigateur. Donc, vous pouvez l'intégrer aussi dans votre Google Drive, l'utiliser à partir de cet endroit-là. Je vais vous montrer par la suite comment on fait. Puis, si vous êtes sur un téléphone, sur une tablette, sur l'ordinateur aussi, mais vous avez les outils de Foxit, entre autres, qui sont très intéressants pour corriger sur un écran tactile Android ou iOS. Donc, si je commence avec Google Chrome, je ne vois pas le même écran que vous, ce ne sera pas bien long, voilà. Non, je ne vois pas encore la même chose que vous. Ah, là, c'est la bonne. Donc, je vais aller dans mon Google Drive. Donc, je vais dans mon Gmail. À partir de Gmail, si vous êtes là, vous pouvez accéder à tous vos outils Google. Ce n'est pas le mien nécessairement. Ah oui, là, c'est vraiment le mien. Je me cache. Je vais prendre enseignant test. Vous ne verrez pas mes courriels. Donc, on peut se rendre dans Google Drive directement à partir du menu Google Disque en français. Et en supposant que mon dossier où j'ai mes travaux des étudiants est ici, j'ai 2 PDF ici, on peut ouvrir un de ces PDF-là. On va voir le document. Là, c'est un examen et non pas une correction, mais vous allez imaginer qu'il y a déjà des réponses un peu partout. En haut, on a « Ouvrir avec » et on va avoir des options. Vous voyez présentement, j'ai DocHub, Google Doc, Lumine PDF. Lumine PDF est lui proposé par Google par défaut. Sachez que c'est un bon outil aussi pour modifier ou annoter des PDF. Mais si vous voulez aller chercher Kami,
vous faites associer d'autres outils et lorsque Google va nous le présenter, on va voir Camille apparaître dans les premiers. Donc, je sélectionne Camille, je l'installe. Vous n'aurez pas à faire ça souvent, on le fait une fois, puis c'est attaché à notre compte pour la suite des choses. Marcel, est-ce que cet outil est gratuit? Comme beaucoup d'outils, il est gratuit tant que tu utilises ce qui est gratuit. Donc, il y a une version payante qui va donner plus d'options, mais les options qui sont utiles pour... Bon, il me demande plein de choses, ça va finir par rentrer. Les outils de base qu'on peut utiliser sont gratuits, donc on peut l'utiliser sans avoir de publicité intégrée et autres. Donc, vous voyez maintenant l'interface de Camille. À gauche, on a des outils pour annoter et toutes celles qui ont des petits cadenas sont payantes. Mais la plupart du temps, commentaires et markup et drawing va être celle qu'on a besoin. J'ai oublié de vérifier si on peut le mettre en français. J'espère que oui. Mais commentaires, ça va nous permettre de générer des commentaires. On choisit la couleur de ce commentaire-là, on se positionne à un endroit et ça génère un point avec notre commentaire qu'on peut définir ou indiquer ici. Donc, j'ajoute mon commentaire. On peut répondre à ce commentaire-là, mais le commentaire va rester attaché à l'endroit où on l'a défini. Et quand on le sauvegarde, on peut le visualiser par la suite. Le document est déjà sauvegardé. Je vais aller dans Google Drive. Je vais le réouvrir. Je crois que par défaut, il ne le récupère pas. Google Drive ne veut pas l'afficher, mon petit commentaire. On vérifiera après si c'est ma faute. Ah non, vous voyez, il n'est pas sauvegardé. Là, je le sauvegarde. Oui, je le veux. Beaucoup de questions la première fois qu'on l'utilise, mais après, je crois que ça va être mieux. Vous ne voyez pas, là, j'avais une fenêtre ouverte qui me demandait si je voulais vraiment l'accepter. J'espère qu'il va apparaître cette fois-ci. Oui, voilà. Donc, le commentaire est présent ici. Il n'est pas vraiment situé à l'endroit à cause de la visualisation dans Google Drive, mais si vous étiez sur un outil sur votre tablette ou sur votre ordinateur, il y aurait une capsule, un petit cercle ou une petite bulle à côté de l'endroit où j'ai mis le commentaire. Donc, on peut faire des commentaires de cette façon-là. On peut aussi ajouter du texte avec un text box de la couleur qu'on désire. On se positionne et on écrit notre commentaire. Le commentaire qui peut être par la suite modifié avec la barre en haut, qui nous permet de l'agrandir, le mettre en gras, changer la couleur et ainsi de suite. Donc, le commentaire est là et par la suite, on peut le déplacer si on n'aime pas l'endroit où on l'a mis. C'est des ajouts, des petits objets qui sont au-dessus sur notre page. Et pour le supprimer, bien, on a le petit X dans le coin. Ensuite, on a des formes. On peut créer des formes. Donc, vous comprenez qu'on prend la forme, on prend une ligne, on choisit ce qu'on veut faire, l'épaisseur de la ligne, et quand on va dessiner, ça va apparaître. On peut effacer, simplement passer et cliquer sur des objets pour les enlever. Et lorsqu'on est sur une tablette, sur un téléphone ou avec un écran tactile, le dessin est très pratique parce qu'on peut tout simplement dessiner sur notre document, donc écrire avec un crayon ou avec notre doigt. Je vais vous faire une démo si vous voulez après avec la tablette où je vais prendre mon gros doigt puis je vais dessiner. Ça fait la même chose et c'est assez temps réel, c'est-à-dire que la ligne se dessine au fur et à mesure qu'on bouge notre doigt ou le crayon sur l'écran. Avez-vous des questions pour Camille? Il y en a, Marcel. Alors, j'invite ceux qui en ont écrit dans le chat à les poser ou un commentaire peut-être. Moi, je me demandais, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. C'est Nathalie. Je me demandais, par rapport à des travaux qui ont été remis sur Léa, est-ce qu'on peut avoir accès à ça ou il y a comme un autre outil qui nous est proposé par rapport à Léa? Les documents reçus sur Léa, on ne peut pas les modifier en ligne.
Donc, la procédure va être de télécharger les documents sur ton ordinateur d'un dossier, les annoter localement et ensuite le compresser et le redéposer sur Léa comme corrigé. J'en ai parlé un peu ce matin, mais je peux faire une démonstration un peu plus précise là-dessus. Pas maintenant parce que je ne veux pas vous montrer les matricules de mes élèves et les documents de mes élèves, les travaux, mais je pourrais faire un exemple avec quelque chose de bidon pour vous montrer comment l'utiliser par la suite. Mais on télécharge la totalité des documents, on les met dans un dossier. Si on utilise à partir d'Omnivox, je vais l'ouvrir ici. Oups, ne regardez pas mon numéro et mon mot de passe. Je pense que vous avez le même que moi. Rang. Je vais sur Léa. Je vais dans les documents travaux remises. Donc, si on récupère les travaux d'un groupe d'élèves, avec le bouton ici « Télécharger sur mon poste », ça va ouvrir une fenêtre. Et là, je vais vous changer un peu de vue pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui apparaît. Ça nous fait apparaître une fenêtre comme celle-ci, avec en bas un bouton « Télécharger ». Ça nous propose de sélectionner seulement le dernier dépôt de chaque étudiant ou de tout télécharger. Donc, si vos élèves vous permettez plusieurs remises, mais que c'est toujours le même document, qu'il y a un seul document, vous pouvez prendre seulement le dernier. Ça va vous éviter d'avoir 4 copies si l'élève a déposé 4 fois. Et on peut les classer par répertoire extrait ou lister tout dans le même dossier. Si les élèves nous envoient plusieurs documents, on va prendre la deuxième option. Si c'est un seul document, on peut le mettre dans le premier. Je télécharge. On va le laisser faire son travail. Voilà. Je vais l'ouvrir. Vous voyez, je passe, c'est flou, ça va bien, mais il y a le nom de l'élève avec le matricule et le nom du document. Donc, dans ce cas-ci, j'ai des dossiers zippés parce que ce n'est pas un document Word. Les élèves m'ont remis un travail de programmation. Donc, on parle d'une quarantaine, cinquantaine de fichiers. Mais si l'élève vous avait remis un seul document, ce serait le document qui a été remis par l'élève qui n'aurait pas le nom défini par l'élève. Si l'élève l'a appelé « mon travail final », vous allez lire le matricule de l'élève, le nom de l'élève en tant que tel, sur le nom du document. Lorsque vous faites l'extraction de ce dossier-là sur votre poste local, vous pouvez ensuite tout resélectionner les documents quand ils sont corrigés et les recompresser. Automatiquement, les noms sont valides pour permettre à Léa de les redistribuer aux élèves correctement. Donc, je les ai corrigés, je les recompresse. À partir de ce point ici, ce bouton-là, je vais aller chercher mon document compressé qui est en quelque part sur votre ordinateur. Et là, je n'en ai pas présentement à vous proposer. Vous faites transmettre et si votre document se nomme correctement et que les documents des étudiants se nomment correctement, ça va être distribué à chacun de vos élèves. Ce qui est important de réaliser, c'est ce qui est écrit ici, qui est petit et flou pour vous, mais c'est travaux.zip. Le document que vous transmettez, s'il contient plusieurs résultats, plusieurs corrigés pour vos élèves, le document qui les contient doit se nommer travaux.zip. Et je dois vous dire que d'un point de vue informatique, ça n'a aucun sens que le document soit obligé d'avoir ce nom-là. Je ne comprends pas encore pourquoi Omnivox a cette restriction-là. Mais si vous avez nommé votre document travail.zip, il ne l'acceptera pas, même si ce sont les bons documents. Donc, assurez-vous de l'écrire correctement. Et le résultat, ça va être quelque chose comme, j'espère que j'ai remis à mes élèves en quelque part les travaux. Non, même pas. Mais lorsqu'on le remet, il va y avoir un petit lien ici, équivalent au lien de téléchargement, pour vous permettre d'aller chercher, ou l'élève d'aller chercher sa copie corrigée de chacun des documents. Mais quand ça a été remis de cette façon-là, c'est quand même possible que d'annoter puis tout ça, même si c'est une version PDF plutôt que d'être une version Word. Oui, l'important, c'est d'avoir l'outil localement sur ton ordinateur pour faire la notation. Donc, quand on le télécharge, je suis en train de vérifier si j'ai un outil de mon côté présentement qui me permet de le faire.
j'ai un outil. Je vais vous montrer ma fenêtre, ce ne sera pas bien long. Non, je ne l'ai pas. Merde. Excusez pour le gros mot. En fait, c'est l'outil que tu utilises sur ton ordinateur pour ouvrir ton PDF. Cet outil-là doit accepter les commentaires, les annotations. Excusez-moi. Foxit l'utilise, l'accepte sur les ordinateurs. Celui que je vous ai proposé ici, Foxit en bas. Il y a beaucoup d'autres outils qui le permettent. L'important, c'est d'avoir un outil qui nous permet d'annoter. Et puis, je vais m'assurer dans la présentation de mardi prochain d'avoir une démo à vous faire là-dessus. C'est la même chose que sur une tablette ou autre. L'important, c'est juste que notre outil nous donne des options pour ajouter des commentaires, du surlignement. Et puis, vous le sauvegardez, vous le renvoyez aux élèves. Puis, ils vont avoir accès aux documents avec les commentaires intégrés. C'est bon, merci. Marcel, on a 2 mains levées, puis il y avait aussi des questions dans le chat, certaines qui portent directement là-dessus, d'autres moins. Alors, peut-être qu'on pourrait clore la présentation dans les 5 prochaines minutes après avoir pris les questions, puis passer après ça au tableau de questions du partage de pratique, à moins que tu aies d'autres... En fait, là, officiellement, on est rendu aux questions sur les outils qu'on a présentés. Donc, super. Alors, il y a Sarah Doiron, puis Elisa Sibelle-Charrette. C'est pour faire un petit retour sur Camille. On l'utilise beaucoup, nous, depuis quelques années. Puis, pour les personnes qui trouvent, en tout cas, c'est vraiment super facile. Marcel t'a donné les essentiels. Des petits conseils, juste pour préciser un petit peu. Pour ceux qui aiment encercler les fautes, moi, je préfère utiliser le cercle vide de la couleur que je veux. Souvent, je prends le rouge, là, mais le cercle vide pour... tu fais juste cliquer, puis ça encercle les fautes. C'est vraiment super visuel, super rapide, plutôt que de prendre la fonction drawing, là, tu sais, où il faut l'encercler, là. Donc, ou le petit carré, moi, j'adore. C'est comme ce que je trouve le plus pratique. Ensuite de ça, pour ce qui est d'annoter avec Camille, ceux qui veulent adopter ça, et que vous êtes déjà sur Drive, moi, je vous conseillerais de mettre vos documents que vous téléchargez, donc les zips, sur votre Drive. Dans votre cours, dans votre répertoire de classement de correction là, pour l'évaluation. Puis, si vous aimez Drive, probablement que vous avez peut-être entendu parler qu'il y avait FileStream, qui est une façon d'avoir notre Drive comme un disque dur sur l'ordinateur et que tous les fichiers qu'on met dans notre Drive, on peut les ouvrir et les travailler directement dans le format original, c'est-à-dire un Word, un LibreOffice, un PowerPoint, etc. Il y a juste les fichiers qui sont des docs, donc tout ce qui est Google Doc, Google Form, Google Slide, Google Présentation, Slide, c'est ça, c'est Slide pour les présentations. Ça, il faut les ouvrir directement dans notre connexion Drive. Ce qui fait que pour de la correction, si je reviens à ce que je veux m'amener comme commentaire, ceux qui trouveraient ça tripant, ben, en téléchargeant vos copies PDF d'étudiants de l'EA ou d'ailleurs, vous les mettez dans votre Drive avec le file stream, ce qui veut dire que vous sélectionnez ça comme un disque dur, là. Plutôt que de prendre sur le C, document, tout ça, vous allez sur votre G. Ça fait un disque G Google Drive. Et là, vous allez dans le bas de votre répertoire, puis vous le mettez là. Ce qui fait que quand vous voulez corriger avec Camille les copies que vous venez de placer sur votre disque, là, sur votre Drive, bien là, vous allez dans Drive. Et puis, à chaque fois que vous allez ouvrir un PDF, il va ouvrir automatiquement avec Camille si vous l'avez installé. C'est très efficace. On ne perd pas de temps à manipuler trop de documents. Donc, le téléchargement, on le fait d'une shot. Après, on fait juste changer et aller directement sur Drive. Fait que c'était ce que je voulais amener. Puis le travaux zip, c'est sûr que c'est plate. C'est vrai, Marcel, tu l'as dit. Là. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi il faut absolument que ce soit ça. C'est un peu plate. Mais pour éviter qu'on se trompe de travaux zip, pour renvoyer les travaux aux élèves, si vous classez vos travaux zip, tournez dans votre file stream là, avec votre disque dur Drive, là, puis tous les travaux que vous avez corrigés, ben, dans le disque dur G, dans votre répertoire où sont les travaux, vous pouvez faire le travaux zip, la compression, et le mettre et le garder avec la liste de documents. Toute la PDF vont être en liste, puis il va y avoir le travaux zip qui va avec ça dans le même répertoire. Donc, quand vous allez vouloir retourner tous ces travaux-là à vos élèves, ben, dans Léa, on va vous dire qu'est-ce que tu veux télécharger. Bien, vous allez pouvoir aller chercher dans le répertoire G, votre cours, à travers un disque dur bien ordinaire qu'on est habitué de travailler.
puis choisir le bon travaux zip que vous allez pouvoir remettre sur les apps. Donc, moi, je me suis mêlée une fois. Je me suis pas remêlée après avec ça. Fait que je voulais vous le partager. Voilà, c'était les petits commentaires. Ce que tu expliques là, Sarah, c'est exactement la façon que je travaille en tant que prof. Okay. Je pourrais peut-être faire une capsule là-dessus éventuellement. Mais File effectivement, Stream, moi, je partage tous mes documents. Et là, vous voyez, je suis dans le Drive. Si vous cliquez sur la roue des paramètres, vous avez téléchargé Drive pour PC. Ça vous amène à la fenêtre ici. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on a plusieurs options. Là, c'est en anglais en plus. Je ne sais pas si moi, je suis configuré en anglais sur ma machine. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'installer Drive File Stream. Donc, si vous avez un autre type de Google Drive standard personnel, ce n'est pas la même chose. Au Cégep, on ne permet pas d'utiliser l'outil Google Drive normal qu'on utilise personnel. Si vous vous posez la question pourquoi, imaginez simplement qu'un prof utilise un ordinateur public au Cégep, connecte son Drive, commence à corriger ou préparer son examen, ensuite il quitte et il oublie d'enlever ses travaux. Le prochain élève ou personne qui entre sur l'ordi a accès à la totalité de votre Drive qui a été téléchargé. Donc, c'est pour éviter des erreurs de manipulation avec les ordinateurs publics. Mais ce qui est merveilleux du Drive File Stream, celui qui est actif maintenant depuis janvier, je crois, c'est assez récent, ou c'est l'an dernier en tout cas qu'il a été activé, c'est que lui, c'est vraiment, il ne garde pas de copie sur votre machine. Il télécharge quand vous voulez l'utiliser. Quand vous le modifiez, vous le sauvegardez, il le renvoie sur le serveur et la copie est conservée dans le cloud. Donc, la copie ne reste pas sur votre machine. Donc, si vous allez chercher le Drive Stream, ça va télécharger un outil et merci à la connexion rapide du Cégep. 215 MB pourrait prendre beaucoup de temps pour certaines personnes à la maison. Donc, je vais vous montrer rapidement. Je voulais vous faire une démo, mais je ne l'ai pas d'installé, donc je suis obligé de vous faire la démo de l'installation pour ma machine. Ça m'a sauvé pendant le retour après le confinement parce que j'ai un Macintosh chez moi. Puis là, plus de PC, puis tout. Avec le FileStream que j'ai installé sur mon ordi, je l'avais fait avant. Je suis venue une fois au bureau, j'ai ramassé mes affaires, j'ai transféré tout sur mon Drive et j'ai travaillé dans mes formats originaux, Word et tout. Ça m'a sauvé. J'ai été capable de faire tout ce que j'avais besoin. Ouais. Je vous dirais que la seule raison pourquoi je ne l'ai pas encore sur ma machine, c'est parce que j'utilise d'autres outils qui font la même chose en trichant depuis quelques années. Puis, je n'ai pas pris la peine d'installer le FileStream parce que j'ai déjà d'autres choses qui me permettent d'avoir mon Google synchronisé. Vous voyez, ça ouvre une fenêtre de Google. Vous indiquez votre c'est enseignant.test. Il n'y a rien de pire que d'écrire live à l'écran pour se tromper. Hein? Est-ce que je l'ai eu du premier coup? Yeah. Donc, il a été installé. Merci. Maintenant, ce que vous allez voir, je peux activer l'extension, mais je ne l'activerai pas. Et maintenant, sur mon ordinateur, si, bon, tout bouge, tout s'ouvre. OK. Vous voyez, j'ai des disques, mes partitions, le C, le D, j'ai un E. Ne cherchez pas c'est quoi, c'est une clé USB qui a un drôle de nom. Mais j'ai maintenant un G qui a été ajouté, qui est mon file stream. Et quand je clique dessus, c'est mon disque Google Drive. Et vous voyez les mêmes dossiers, les mêmes documents que j'ai sur Google Drive, que j'ai accès localement sur ma machine. Donc, je peux aller ici et je peux décider d'ouvrir, par exemple, mon PDF de tantôt. Et là, il est ouvert en super gros. Donc, je vais le rapetisser pour vous donner une vue d'ensemble. Donc, vous voyez le PDF de tantôt qui est maintenant ouvert ici, que je peux visualiser et que je pourrais annoter si j'avais le bon outil. Mais l'outil qui est ouvert présentement n'est pas un outil d'annotation. Donc, merci pour ton commentaire, Sarah. Excuse-moi, juste comme ça, moi j'ai demandé à Francis de me le mettre. Il disait que c'est impossible qu'il nous le mette sur nos ordinateurs portables personnels, mais si je comprends bien, on peut le faire par nous-mêmes directement avec Paramètres. Ce qui est impossible d'installer personnel, c'est la version Google Disk, donc l'original Google Drive Disk, mais le stream, lui, il est possible d'être installé.
Donc, le Drive File Stream, celui-là, oui, on peut l'installer chacun à la maison. On peut même l'avoir sur les ordinateurs publics du Cégep parce qu'il a le gros avantage de ne pas conserver de copie locale des documents après qu'on les ait modifiés ou visualisés. Donc, c'est un gros avantage de cet outil-là. Et c'est pour ça qu'on a accès, parce que ça ne pose pas de risque sécuritaire du côté du Cégep pour l'oubli de documents. Pardon, donc dans le fond, si on arrive dans un ordinateur public, on le télécharge, mais la prochaine fois qu'on y retourne, il ne sera pas là. C'est ça? Ben, en fait, ordinateur public, il y a une particularité. Tu dois être connecté avec ton compte personnel pour s'assurer que ta connexion soit liée à ton usager et non pas à l'usager par défaut. Donc, si tu veux commencer à modifier des documents de ton Drive sur un ordi public du Cégep, moi, personnellement, je ne te recommande pas de l'installer. Je te conseille de trouver une autre solution, de le faire directement dans le cloud ou de l'utiliser sur ton portable. Mais la raison pourquoi je te dis qu'il n'y a pas trop de danger, c'est parce que effectivement, ça ne devrait pas rester, ça ne devrait pas être là. Mais si tu oublies ta session ouverte, tes documents sont accessibles, il n'y a pas de sécurité sur le fait dès que ta session est ouverte. Donc, côté public, je ne recommanderais jamais à personne de télécharger des documents sur un ordinateur public du Cégep pour des documents à risque comme des examens, des corrections, des choses comme ça. Mais on peut toujours les travailler sur le cloud directement avec les outils qu'on a. Maintenant, sur ton portable, sur ton ordi dans le bureau, là, il n'y a aucun problème. À la maison, tu peux les mettre là, puis il n'y a aucun danger. Donc, si vous voulez l'installer, comme je disais tantôt, vous allez sur l'onglet La roue et vous allez pouvoir aller sur Télécharger Drive pour PC, mais ce n'est pas Drive qu'on va télécharger, mais bien le Drive File Stream. La bonne nouvelle, c'est que le bouton pour Drive n'est pas là. Le seul que tu as, c'est désinstaller Drive. Donc, vous ne pouvez pas installer la mauvaise chose. Vous avez le choix entre désinstaller le mauvais ou installer le bon. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour vous. Si jamais vous avez des questions plus précises là-dessus, l'équipe d'Esti peut vous aider et moi aussi, je pourrais intervenir ou vous donner un coup de main si vous avez plus de questions. Marcel, il y a une question de Joanne. Oui. Oui, ben dans le fond, moi, je voulais savoir, parce que moi, je travaille surtout avec un Chromebook, puis j'ai essayé Camille, là, un peu parce que j'ai pas eu le choix, comme je disais tantôt. Moi, ça fait longtemps que je travaille avec Classroom, puis depuis février, je rencontre un problème majeur qu'on n'a pas réussi à solutionner, moi et Nelson, donc ça m'a fait changer un peu vers Camille. Mais là, moi, j'ai tout retourné individuellement à mes étudiants. C'était la première fois que je le faisais. Là, je vois qu'on peut télécharger par Léa. Ma question, c'est est-ce que je peux télécharger sur mon Chromebook aussi? Je pense que oui, hein? Et c'est plus dur. Ça serait mieux sur un portable. J'ai envie de te donner espoir et te dire je crois que oui, mais tant que je ne l'aurai pas testé pour te le confirmer, attends que j'aille trouver une façon de le bidouiller pour avoir ta confirmation. Okay. Sinon, je le télécharge sur mon ordi, dans mon drive. Oui, après ça, c'est ça. Je sais qu'on peut avoir des fichiers téléchargés temporaires sur Google Chromebook. Je vais l'essayer. J'ai un Chromebook à côté de moi que je vais pouvoir le tester, mais présentement, il n'y a plus de batterie et je n'ai pas le chargeur. Donc, je ne peux pas faire mon test live, mais je vais essayer de regarder ça bientôt. Le mieux, c'est que tu m'envoies un message, soit que tu t'écrives ta question ou que tu me l'envoies par courriel. Là, je sais que j'ai reçu des courriels tantôt. Mais si ce n'est pas fait, envoie-moi une question pour vraiment que je garde une trace et que je te revienne là-dessus dans les prochains jours. Là. OK. Puis l'autre chose, ben, justement, tu disais tantôt que Nelson n'était pas de retour. Si on a, tu sais, comme moi, je travaille quand même beaucoup avec Classroom, là, c'était beaucoup à lui que je me rapportais. C'est à qui maintenant qu'on doit poser des questions à toi? OK, super. Merci. De rien. Il y a une question de Cybèle. Oui, c'est concernant Camille encore. Si je veux corriger, mais j'ai pas de tablette, donc j'ai juste mon ordinateur portable. Puis je veux faire, je sais pas, écrire une formule mathématique. Faut que je le fasse avec mon gros doigt, comme tu disais, ou est-ce qu'il existe, je sais pas, un crayon que je peux mettre sur mon petit touchpad de mon portable? Comment ça marche pour ceux qui n'ont pas de tablette? Si tu n'as pas un écran tactile, tu ne peux pas le faire manuellement. Personnellement, quand j'ai des histoires comme ça, étant donné que je n'ai pas de crayon non plus, je suppose que je vais en avoir un bientôt, mais ce que je faisais, moi, je l'utilisais dans un autre outil sur mon portable. Je l'écrivais dans mon outil de formule. Je sélectionne l'image et je collais l'image dans le PowerPoint. Donc, j'ajoutais une image comme annotation au lieu de l'écrire manuellement.
Donc, tu utilisais des formules mathématiques dans le logiciel d'équation. C'est ça. Ben moi, c'était pas mathématique, mais par exemple, je voulais un extrait de code. Si je voulais conserver ma mise en forme avec les couleurs, la syntaxe, tout ça, je l'écrivais dans mon outil de programmation et je faisais un imprime-écran, une copie d'écran, puis je le colle dans le PDF directement. Okay. Ça me sauvait beaucoup d'efforts à le faire autrement. Il existe donc, c'est pas vraiment possible d'écrire, de commenter de façon manuscrite avec un portable. À moins d'avoir une tablette d'écriture, il y a des tablettes qui existent qui sont super intéressantes pour ça, ou un écran tactile. Il n'y a pas de magie, là. C'est pas possible de le faire dans le vide, malheureusement. Merci. Une question de Lucie. Juste pour Cybèle, on pourrait-tu prendre une photo de ce qu'on écrit en papier puis insérer la photo dans le document? Ça pourrait faire ça? Ça dépend toujours du besoin de Cybèle en tant que tel, là. Mais oui, j'essaie de pallier au fait qu'ils ne peuvent pas me fournir une tablette au collège, puis que j'en ai pas. Pour de l'aide en mathématiques, ça pourrait être une solution, la photo. On peut insérer une photo pour les commentaires. Oui, il y a des outils qui sont quand même moins coûteux qu'une vraie tablette pour écrire manuellement, là. Je vais essayer de vous sortir quelque chose. Je ne vous dis pas que le cégep serait prêt à l'acheter loin de là, mais comme Wacom fait des petites tablettes qui peuvent être intéressantes, là. Je vais partager mon écran juste pour te montrer qu'est-ce que ça peut ressembler. Comme là, à 100 $, oui, je l'accepte. On peut avoir un petit, c'est comme un touchpad de 4 à 6 pouces par 4 à 6 pouces avec un petit crayon. Puis là, tu peux écrire, puis c'est récupéré. Donc, c'est comme un outil pour graphiste ou pour écrire manuellement. Ça va être l'équivalent d'un écran tactile avec un crayon, mais sans avoir le bonheur de voir ton écran en dessous quand tu es en train d'écrire. Mais ça fonctionne quand même très bien. J'ai déjà utilisé ça pour faire du dessin avec un outil comme Photoshop, puis ça fonctionne bien. Puis là, j'en ai mis un à 105 $, mais je sais qu'il y en a d'un petit peu moins cher. Donc, ce serait de voir qu'est-ce qu'il y a comme besoin, puis si le cégep a les moyens de l'acheter, et de deux, si tu as les moyens de l'acheter en supposant que le cégep n'a pas les moyens. Mais il n'y a pas juste les tablettes à 500 $ qui peuvent faire le travail, là. Merci. Il y a des mains élevées qui sont peut-être des anciennes mains. Alors, je m'adresse à Sarah, Lucie. Si vous avez une question, on pourrait les poser. Puis ensuite, Marcel, voyant l'heure, il va nous rester 30 minutes. Peut-être qu'on pourrait aller au tableau pour les personnes qui avaient déjà déposé des questions là-bas. Oui. Oui. Donc, en fait, moi, c'est pour les travaux.zip dans le passé, mais il y a quelques années, j'avais corrigé des travaux directement dans les documents qui étaient dans le document travaux.zip. J'ai tout enregistré, puis quand le lendemain, j'ai voulu retourner là-dedans, tout n'avait pas été enregistré. Finalement, il y avait vraiment un problème avec le travaux.zip pour travailler dedans. Donc, ma question, à la maison, est-ce qu'il y a un logiciel particulier qu'on devrait utiliser pour ouvrir les documents zip et les refermer? Sinon, moi, depuis une couple d'années, j'enlève tous les travaux du zip, je les corrige, puis je les remets tous dedans. Donc, est-ce qu'il y a une façon plus simple à faire qui fait en sorte que je ne perdrai pas mes documents? C'est ma première question. Tu te dois absolument, je vais répondre à la première avant que tu poses la deuxième. Vas-y. Tu te dois absolument d'extraire tes documents physiquement sur ta machine pour les corriger et les conserver. Okay. Quand on ouvre un fichier zip et qu'on travaille à l'intérieur, on travaille dans un dossier temporaire. Au moment où on ferme notre fenêtre de zip, les documents temporaires sont supprimés. Donc, c'est un cas classique. Le nombre d'élèves qui nous font ça dans les cours d'introduction à l'informatique, c'est plusieurs par session. C'est vraiment essentiel de l'extraire avant de l'utiliser. Si je vais dans un dossier quelconque, j'ai ces documents-ci. Est-ce que j'ai un... Non, je vais me créer un zip. J'ai sélectionné clic droit. J'ai 7zip ici qui me permet d'extraire ou de compresser directement. Si vous n'avez pas l'outil 7zip, vous pouvez toujours faire envoyer vers dossier compressé. Est-ce que vous voyez? Non, je n'ai même pas mon écran. Je peux bien parler dans le vide. Ce ne sera pas long. Voilà, je reviens. Là, vous me voyez. Donc, j'ai sélectionné quelques fichiers, clic droit. Et vous voyez... Ah, vous ne voyez pas jusqu'en bas. Attendez. Je vais devoir tricher.
Bon, là, vous allez voir le menu jusqu'en bas si je cache tout le reste. Donc, clic droit et vous voyez « Envoyer vers ». Je peux envoyer vers un dossier compressé. Donc, ça va créer automatiquement un fichier zip qui contient mes documents. OK, super, maintenant, merci. je me crée un autre dossier. J'aime beaucoup le nom TMP. Voici mon document zip. Si je l'ouvre, tu vas bien voir que mes documents sont à l'intérieur. Donc, mon fichier est là. Mais ce que je vais faire à ce moment-là, c'est cliquer dessus. Et là, on va avoir une option. Est-ce qu'on a tout extraire? Parce que moi, j'ai des outils supplémentaires qui font que je n'ai pas les mêmes choses que vous, mais on a habituellement tout extraire, ou c'est quand on l'ouvre hein, que ça va apparaître. Si je fais ouvrir avec Explorateur Windows, c'est ça que ça vous donne quand vous ouvrez un fichier .zip à la maison. Mais quand vous êtes à l'intérieur, vous avez un menu en haut, un onglet qui est « Outils de dossier compressé » et vous avez un bouton « Extraire tout ». Donc, on utilise ce bouton-là. On va sélectionner à l'endroit qu'on extrait nos documents et ça va les copier à cet endroit-là. Là, dans ce cas-ci, je l'ai fait dans le dossier où j'étais présentement. Donc, mes fichiers sont physiquement sur ma machine. Donc, lorsqu'on est sur un fichier .zip, qu'on l'ouvre, on va avoir un onglet supplémentaire qui nous donne des options pour l'extraction. Et si on a une séquence de fichiers qu'on veut compresser, on les sélectionne, clic droit et on peut faire envoyer vers, puis ça va créer un fichier compressé qui contient ces documents-là. Dans le cas de Léa, on le nomme travaux.zip et ce document-là pourrait être déposé en supposant que mes fichiers avaient les bons noms au préalable. Super, merci beaucoup. Ma deuxième question qui est vraiment rapide, en fait, justement, pour mieux travailler cet automne, je vais voir qu'est-ce que j'ai avec le département en termes d'ordinateur, mais je sens sérieusement à peut-être m'acheter un portable parce que le mien est vraiment trop lent, puis à un moment donné, il faut être capable d'être fonctionnel, puis si j'en ai pas assez dans le département, je vais peut-être faire ça. C'est qui qu'on pourrait contacter pour justement avoir des conseils si jamais j'hésite en tant qu'à faire, peut-être que je vais avoir un écran tactile ou des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier au cégep qu'on peut contacter pour avoir des conseils? J'aimerais dire, Lestie, je vais te répondre que je ne répondrai pas officiellement à ta question, mais envoie-moi un message puis je vais te donner un coup de main. OK, c'est bon. Merci. De rien. Alors, j'ai remis dans le chat le lien vers le tableau contenant une dizaine de questions, Marcel, et je vais le rappeler une dernière fois que des gens ont inscrit ces questions-là, donc on va tenter d'y répondre, peut-être même qu'on va les prioriser là, pour la suite de la rencontre, question que tout le monde soit satisfait. Alors, Marcel, peut-être partager ce lien-là en partage d'écran, comme tu faisais pour le diaporama. Je vais terminer l'enregistrement actuel pour en commencer un nouveau avec la partie partage de pratique dans le tableau.